du coup je vais essayer de vous donner mon avis et ma façon de faire sur le NMM en une heure et quelques. Ça va pas être facile, mais voilà, on va faire ce qu'on peut. Alors, je pense en gros qu'il y a plusieurs façons d'aborder le NMM, une façon plus scientifique et une façon plus artistique. Sachant que dans le NMM, pour vendre l'impression de quelque chose de réflectif, on va chercher le contraste vraiment entre les plus grosses valeurs et les plus basses valeurs. Donc si on s'oriente que là-dessus, on va avoir une approche, je dirais, instinctivement plus artistique. Et on peut le voir de manière un peu plus carrée, plus scientifique, parce que finalement, la seule chose qu'on veut imiter, c'est comment quelque chose de réfléchissant va nous renvoyer la lumière dans l'œil. Et donc pour ça, alors on va voir, j'ai peut-être mis quelques petites références au début là. Donc si on s'intéresse à différents degrés de texture sur un objet et de niveau métallique, en fait, on va voir que plus l'objet va être poli, plus il va réfléchir la lumière, et en fait on va chercher à avoir quelque chose dans cette zone là quand on veut faire du métal, que ce soit un métal un petit peu vieux, un petit peu usé, où finalement on va juste avoir notre réflexion, ou quelque chose de très très poli comme du chrome, où là par contre ça va être plus dur parce que forcément du chrome, s'il réfléchit beaucoup, on va s'attendre à voir tout l'environnement autour de nous, quoi. Donc c'est vrai qu'en général il y a un petit peu un consensus, tous les NMM qu'on voit ils se placent quelque part ici, parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller peindre la réflexion des arbres, et on n'a pas forcément, enfin on veut quand même que ça vende comme quelque chose qui réfléchit la lumière. Et c'est ce qu'on voit en fait si on prend même un exemple réel, quoi, une armure, on voit qu'en fait on va avoir la réflexion directe du soleil, du ciel, et il n'y a aucun endroit quasiment qui est vraiment noir. On va avoir ici des objets qui vont être plutôt rougeâtres, on va avoir ici des arbres, le ciel bleu, il y a partout en fait on va avoir quelque chose qui réfléchit la lumière. Donc en fait la force du NMM, c'est qu'on peut vraiment raconter une histoire avec, parce qu'on va vraiment définir l'environnement dans lequel notre figurine elle est. Mais en même temps, on a quand même une figurine 3D, il faut peindre tous les côtés et on ne peut pas juste se dire là j'ai la réflexion du soleil et le reste il va être dans le noir. Personne ne va y croire en fait, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Dans la vie de tous les jours, on a toujours plein de choses autour de nous. Donc si on prend l'exemple de cette figurine que j'ai commencé, pour vous donner un petit aperçu de ce que j'avais en tête. Donc sur cette figurine là, j'ai commencé à peindre le visage. Le visage, il est un petit peu plus éclairé du côté gauche, on voit que le point de maximum lumière il est un petit peu là sur son front à droite. La teinte de la lumière elle est un petit peu chaude, donc pour moi le soleil vient de ce côté là, et à partir de là en fait le NMM va devoir être cohérent avec ce choix là donc d'environnement dans lequel la figurine va être, pour à la fois ne pas casser l'immersion avec le fait que j'ai choisi ça pour mon visage, mais aussi finir par vendre l'intégralité de la scène que l'on veut imaginer dans le cas de cette figurine. Donc aujourd'hui je vais essayer de m'attaquer un petit peu à cette partie-là, à l'épaulière. Si j'avais fait ça dans l'ordre, c'est un petit peu par cet endroit-là que j'aurais commencé, parce que c'est forcément la zone qui est la plus haute et la plus proche du visage et du côté de ma lumière principale. Donc c'est celle-là qui va être le plus simple en général à définir. On a vraiment, c'est l'endroit où on va avoir le maximum de réflexion, l'endroit où la lumière va être la plus blanche. Mais du coup j'ai gardé ça pour aujourd'hui, et j'ai commencé les autres parties de la figurine pour expliquer un petit peu l'ambiance. Donc comme je le disais, là maintenant il va falloir se demander, l'armure, j'ai choisi une armure qui va être plutôt très réfléchissante. Comment moi, spectateur qui a ma figurine, alors si je me mets pour la caméra, ma figurine elle va être vue de face comme ça. Comment moi je vais avoir la lumière qui va taper sur son armure et arriver dans mon œil. Donc si la lumière arrive hop, de ce côté-là, on a une surface sur son armure, là, sur sa cuirasse qui est un petit peu bombée vers le haut. C'est pas tout à fait un cylindre, c'est pas tout à fait une sphère, c'est un mélange entre les deux. Et donc si on fait tout simplement la réflexion directe de la lumière, elle va venir taper quelque part ici, et si moi je suis en face, il y a des chances que en faisant la réflexion sur l'armure, hop, le rayon de lumière il fasse ça et il arrive chez moi. Donc c'est comme ça qu'on va choisir en fait simplement dans un premier temps la réflexion principale de ma source de lumière.
Et après par contre il y a toujours un petit côté artistique autour de ça, dans le sens où si ma cuirasse elle était parfaite, elle était sans défaut, elle était ronde, que ma source de lumière c'était vraiment un spot, j'aurais un rond et puis c'est tout. Mais un rond et puis c'est tout en général, quand on fait de la réflexion en NMM, ça vend pas, d'ailleurs c'est pas, quand on le regarde on sent que c'est pas réaliste dans la réalité. Si on reprend l'exemple de l'armure là, il n'y a rien qui est un rond et puis c'est tout, même si la source de lumière c'est le soleil. Il y a toujours des micro-défauts, des objets de l'environnement autour qui vont bloquer un petit peu cette source de lumière, des défauts sur la cuirasse, de comment ça va être réfléchi. Donc en fait, une fois qu'on a notre théorie parfaite de la lumière devrait venir taper ici, si c'est le soleil, la réflexion est ronde, elle nous arrive dans l'œil, on va essayer de la bouger, de faire un petit peu, de prendre des libertés pour donner quelque chose d'un petit peu plus convaincant et qui là attire un peu plus le regard. Donc ça c'est pour le côté face à la lumière. Et finalement qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté? En fait le NMM ça va permettre d'intégrer tout notre environnement sur la figurine. C'est-à-dire que si le soleil il est vraiment de ce côté-là, pour cette figurine-là, il n'y a pas de raison, ou en tout cas très peu, qu'il y ait la même lumière jaune qui vienne réfléchir sur la cuirasse de l'autre côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le ciel bleu en général. C'est pour ça que la plupart des NMM, quand on commence, on a des teintes de bleu, etc. dedans. On dit toujours de rajouter un peu de bleu, de ne pas faire que du noir et blanc. C'est parce que la plupart des métaux qu'on va voir au quotidien, la réflexion qui va nous venir dans l'œil, ça va être le ciel bleu, et donc c'est pour ça que naturellement on a tendance à intégrer du bleu dans ces réflexions-là. Mais du coup, dans mes réflexions ici qui ne proviennent pas de la lumière directe du soleil, elles vont être beaucoup plus bleutées, alors que là j'ai intégré du jaune. Par exemple ici, là elle n'est pas finie, il y a différents stades d'avancement de mon travail, mais ici elle va quand même être un peu plus chaleureuse, parce que ici on peut regarder, si on imagine que la lumière vient de l'écran, enfin vient de la caméra. Donc effectivement elle vient taper le front de ma figurine, elle vient taper la cuirasse ici, là où j'ai fait ma réflexion, et elle va réussir à venir taper cette partie-là. Donc ici je vais quand même avoir quelque chose qui va quand même avoir des tons un peu chauds, alors que toutes les parties qui ne sont pas atteintes par ma lumière principale, elles vont avoir des réflexions indirectes qui vont nous venir du ciel bleu. Et après si on s'intéresse à en bas, alors par contre pour le coup ça va se voir bien moins sur la caméra, j'ai l'impression, mais j'ai fait quelque chose d'un petit peu brun rouge. Si on suppose qu'elle est dans un champ de terre battue, quelque chose comme ça, c'est l'idée que j'avais envie d'ajouter. Du coup mes réflexions qui viennent du sol vont être encore plus diffuses et encore plus faibles que celles qui viennent du soleil et du ciel, et elles vont avoir la couleur associée à l'objet qui lui envoie de la lumière. Le métal, que ce soit de l'argent, du fer, etc., c'est simplement gris et il va se teinter uniquement des objets qu'il y a autour et de la lumière qu'on lui fait parvenir. Donc ça c'est pour vous expliquer le processus que j'ai eu jusque là pour choisir l'ambiance de ma figurine et pour en arriver jusque là. Et je pense que je vais commencer à travailler sur cette partie là, vous montrer comment j'entame ça, et idéalement arriver à un stade qui est plutôt convaincant et vous fait croire que c'est moi qui ai peint le reste de la figurine. Alors du coup, comme je le disais, c'est un petit peu la zone ici par laquelle j'aurais tendance à commencer, parce que c'est la zone qui est la plus facile, pour laquelle la réflexion est la plus claire, c'est notre lumière principale. Donc on va avoir beaucoup de tons clairs, beaucoup de réflexions et très peu de noir à cet endroit-là. Et étant donné que je suppose une lumière chaude qui provient du soleil, je vais directement partir sur quelque chose qui est, alors ça c'est un ivoire un peu beige, pour commencer à en fait juste poser de manière très brutale l'endroit où je veux avoir ma réflexion. Alors j'y vais pas directement avec ça, parce que sinon après on peut avoir des problèmes juste d'épaisseur de peinture si on veut se passer correctement. Mais du coup par quoi commencer là? On va dire qu'une des formes assez simples à imaginer, c'est alors je sais pas comment ça s'appelle là, cette petite partie là qui est là entre l'épaulière et la cuirasse.
c'est à la fois un petit peu un cône et en même temps le dessus est bien bombé quand même, ça s'arrondit un peu plus. Donc à cet endroit là on va vraiment avoir la lumière qui va réfléchir directement comme si c'était un bout de sphère en haut. Ici aussi, je ne vais pas du tout m'intéresser dans un premier temps aux petits détails, aux rivets, aux petites bordures parce que ça on va arranger ça plus tard. Là aussi, et étant donné que c'est quand même un petit peu ça a une forme un petit peu de cône cylindrique, on va avoir une petite réflexion qui pourra descendre comme ça ici. Alors je la gribouille un petit peu, je veux pas quelque chose qui soit vraiment avec des bords très nets, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, finalement dans la réalité il n'y a rien qui va être parfait et on va pas y croire. Déjà ça va être plus dur à peindre, de faire un cylindre parfait qui a vraiment un trait avec deux bords parfaitement parallèles de réflexion, puis une ombre, etc. Ça va être beaucoup plus dur à peindre. Et en même temps, on sait que dans la réalité, on va jamais avoir des surfaces qui sont toutes parfaites. Donc autant commencer déjà à brouiller un peu les formes et on va voir plus tard si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, si on les arrange ou non. Je vais essayer de me remettre un petit peu comme ça. Là sur le haut de l'épaulette, on va avoir toute cette partie là qui va largement réfléchir la lumière. Et est-ce que tu observes comment la lumière se reflète en fait sur le noir? Alors tu peux t'en servir pour savoir en fait où ça va taper parce que par exemple ici là effectivement on le voit un peu, on voit que là sur les bords des espèces d'écailles qu'il y a là ça réfléchit sur le haut. Mais en fait il ne faut pas s'arrêter à ça pour connaître après la taille et l'amplitude que ça va prendre parce que là effectivement la lumière elle reflète sur son épaulière naturellement comme quelque chose qui est plutôt mat. La figurine, je l'ai sous-couchée en noir, j'ai passé du vernis mat après par-dessus. La réflexion qu'on a, elle n'est pas du tout proportionnelle à quelque chose qui est très très réfléchissant. Donc on sait effectivement où on va avoir nos points de réflexion, mais si le métal il est très 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 réfléchissant, il va y avoir de la lumière la réflexion va prendre une ampleur beaucoup plus importante dessus que sur un matériau qui est mat. Donc on peut en fait savoir effectivement où on va avoir nos points de réflexion parce que par exemple ici là on le voit aussi sur la partie qui est là dans le creux du coude là, on voit où ça va réfléchir, mais si on est vraiment en pleine lumière sur cette zone là, on va devoir peindre une zone plus importante de clair si on veut vraiment imiter un métal. Donc là comme l'a dit Julien, du coup sur l'épaulette on pouvait voir que on avait le bord en fait de chaque écaille qui réfléchissait justement au point culminant de l'arrondi. C'est effectivement ici qu'on va avoir notre réflexion. Alors celle-là elle est un petit peu travaillée quand même, et si on la regarde un peu plus près on voit que chaque espèce d'écaille est aussi creusée dedans, donc plus tard on pourra essayer de prendre en compte ce détail-là. Dans un premier temps, on va s'en fiche. Quelle autre zone est assez simple? Comme je le disais là en bas, là, c'est à la fois un mélange de cylindres et c'est assez bombé quand même sur le dessus. Donc je vais avoir une grosse zone arrondie en haut à cause de la partie bombée et ça qui va descendre parce que c'est un petit peu cylindrique. Si je veux anticiper un tout petit peu, je sais que je vais avoir une réflexion de cette partie ici, de cette partie basse sur la partie supérieure. Donc ici je vais me faire un petit trait pour me rappeler plus tard que je vais faire une réflexion de la lumière qui aura tapé ici, réfléchi là et arrivera dans mon œil plus tard. Et par contre la partie au-dessus elle est un peu plus cachée, le soleil ne l'atteint pas directement, donc on va plutôt avoir des réflexions bleues après par la suite. Tu commences à poser ta première lumière et tes premières contre-réflexions. Ouais. Parce qu'en fait, on va voir. Alors, c'est pas forcément facile dès le début de savoir si ça va marcher ou pas. Mais en fait, on peut se convaincre en les mettant assez rapidement de savoir si ça nous paraît probable, si ça semble cohérent là où on a mis tous les points. Des fois, même si c'est cohérent, il y a quelque chose qui est moche et du coup on va l'enlever. Mais en fait, après, le travail pour raffiner tout ça, il est assez long.
Et si on se rend compte à la fin qu'en fait il y a juste un point de lumière qui n'est pas du tout au bon endroit et qui casse tout l'effet, enfin moi en tout cas pour moi c'est pas possible de tout refaire une fois que je suis arrivé aussi loin. Donc vraiment j'essaie de me convaincre assez rapidement que ce que j'ai choisi ça marche, et après plus tard bah, on peut affiner les transitions à l'infini quoi. Ici à l'intérieur, on va peut-être avoir une petite contre-réflexion là, une seconde réflexion qui nous vient de cet endroit-là. Tu vas vraiment dans le probable en fait dans la lumière. Est-ce que tu cherches à bien dessiner aussi, même si ce ne serait pas la lumière qui serait correcte, mais pour venir dessiner les contours, les volumes, etc. Alors ça pour moi c'est plus dans un deuxième temps. Je dirais que je me sers. Si je prends l'exemple par exemple de ce que j'ai fait sur la cuirasse, dans un premier temps j'ai effectivement mis cette grosse réflexion là au milieu et les deux qu'on voit ici. Et après pour comment dire, embellir un petit peu l'effet, bah, je suis allé rajouter celle qu'on voit un peu ici. Effectivement on aurait peut-être le bord ici qui serait pris naturellement, mais sinon je voyais pas forcément de raison pour lesquelles il y aurait quand même encore de la lumière qui irait jusque là, ou même encore dans cet endroit là. Où on peut aussi voir bah, juste la manière dont je l'ai fait un peu se tordre ici. Il n'y a pas de raison, là c'est difficile d'y trouver une raison, et ça dans un deuxième temps on va essayer de trouver un moyen de rendre de le rendre un peu plus agréable quoi, enfin de le rendre un peu plus intéressant. Mais dans un premier temps du coup je me concentre sur, pour pouvoir commencer en fait je me concentre sur vraiment ce qui est probable. Et ça me donne une bonne base pour commencer, de vraiment partir sur ce que je sais aurait lieu. Et ensuite, plus tard, je préfère me demander plus tard effectivement comment on peut détourner un petit peu les choses pour rendre ça un peu y ajouter un côté un petit peu plus artistique quoi, si on veut. Donc là je vais augmenter assez rapidement la valeur de mes lumières sur les zones de grosse réflexion, parce qu'il n'y a pas de raison que ça reste... ouais, là je suis monté jusqu'au blanc, donc il n'y a pas de raison que ça reste aussi terne. On sait qu'on va de toute façon devoir monter assez haut. Et sur des zones assez larges, un des défauts qu'on a souvent c'est qu'on n'ose pas trop... en général on sait qu'il faut qu'on monte au blanc, mais vraiment en finition etc. Alors c'est vrai dans certains cas, si on voit là par exemple le bord, effectivement il va monter au blanc un tout petit point parce que c'est une arête etc. Mais au-delà de ça, les zones qui réfléchissent vraiment la lumière, si elles sont assez planes, assez larges, on va vraiment avoir une très grosse réflexion et une très grande zone qui va être très très claire. Donc, tu as dit que tu mettais du vernis sur ta sous-couche, c'est pour protéger la sous-couche uniquement ou ça facilite après? Pas spécialement, là pour le coup j'ai mis du vernis sur la sous-couche parce que la sous-couche que j'ai elle a un fini très satin, voire même assez réfléchissant. Et c'est juste l'effet qu'elle a, et bah, c'est pas forcément ce que je veux. En fait ça perturbe un peu l'œil quand tu la regardes, et là en plus si j'avais laissé la sous-couche sans vernis par-dessus pour venir là, je pense que ce serait une horreur à la caméra, donc c'est surtout pour ça. Tu la matifies? Ouais voilà, je la matifie parce que naturellement elle est pas... elle est très très réfléchissante. Alors là je vais commencer à venir un peu... commencer mes transitions entre ma grande lumière et le reste que j'ai laissé en noir, parce que dans cette zone là on va au final avoir assez peu de noir, étant donné que c'est une zone où on a beaucoup de lumière qui arrive, et je commence à prendre mes teintes un petit peu plus bleues, ce qu'on voit toujours, parce qu'effectivement une fois qu'on a passé la zone où la plus grosse réflexion a lieu, le reste des lumières qui va nous arriver dans l'œil sur la réflexion du métal, bah, ce sera tout ce qui est lumière ambiante autour du soleil. Donc effectivement il y aura quand même de la lumière du ciel qui va nous arriver dessus, donc c'est pour ça que je repars un petit peu sur du bleu. Et puis ça colle un petit peu avec ce qu'on attend en général d'un NMM, sauf si on est vraiment dans une atmosphère
très contrôlé, qu'on a voulu faire un OSL rouge d'un côté, vert de l'autre. Là on sait qu'on n'aura que du vert ou du rouge qui va se refléter sur le métal. Là dans le cas où on veut imiter quelque chose qui est quand même qui devrait quand même se passer en extérieur, on aura dans tous les cas du coup du bleu qui va se réfléchir dessus, tout simplement parce que la plupart de la lumière ambiante ça va être la lumière du ciel. Alors est-ce qu'on voit toujours bien? Et pour faire mes transitions comme ça au début, bah, alors soit là effectivement c'est des coups que j'ai passés un petit peu il y a longtemps, donc c'est sec depuis longtemps, c'est pas grave. Je m'occuperai de faire ça proprement plus tard. Et sinon j'aime bien faire du wet blending, du coup de profiter du fait que la peinture soit pas totalement sèche pour commencer à les mêler un petit peu. Et des fois, suivant la manière dont je donne mes coups de pinceau pour justement mélanger la peinture, ça va potentiellement pouvoir me donner des formes ou des déformations intéressantes à garder plus tard dans les réflexions. Donc autant en profiter, de faire en sorte que ce soit pas totalement carré dès le début en fait, pour que justement ça puisse nous donner ce côté un petit peu déformation qu'on cherche plus tard dans les réflexions en NMM. T'as pas peur d'avoir trop de pâte à un moment, à un endroit? Non, pas du tout. N'hésite pas à parler plus fort. Quand tu poses une question, n'hésite pas à parler plus fort. Il me demandait si j'avais pas peur d'avoir trop d'épaisseur de peinture, enfin que ça devienne pâteux à force. Alors non, parce que je reste quand même... toutes mes peintures là, déjà elles ont déjà un peu pris l'humidité de la palette. Je l'ai dilué un petit peu sur mon pinceau avant de l'appliquer. Si vraiment c'est quelque chose qui peut poser problème plus tard, c'est quand j'utilise mon blanc directement. Le blanc, vu que c'est du blanc, c'est des peintures heavy body, c'est un peu plus épais. Il est un peu plus satiné, ouais. Mais effectivement, vu que le blanc est plus épais, si je fais pas attention et que je vais directement, c'est pour ça que j'ai commencé par cette teinte-là ou cette teinte-là. Là, je peux y aller sans problème, faire des transitions assez fortes, mettre beaucoup de peinture. J'aurais pas de problème de texture. Si je le faisais directement avec le blanc à force, effectivement, vu que la peinture est plus épaisse de base et que je fais pas attention, ça peut arriver. Mais du coup, c'est quelque chose de spécifique au fait d'utiliser des peintures artistes comme ça et pas des peintures un peu prédiluées pour la figurine. Sinon, de manière générale, c'est un peu... Après, je pense que c'est une question d'habitude et de feeling de comment va se comporter la peinture et de comment on a l'habitude de la diluer. Mais on s'inquiète en général un petit peu trop des couches qu'on va mettre sur la figurine. C'est des erreurs qu'on fait au début, mais une fois qu'on a un petit peu l'habitude, en fait, on peut largement y aller sans trop se poser de questions. Alors ici, là, sur les écailles de l'épaulette, ce que je vais essayer de faire, comme je disais avant, elles sont un petit peu creusées en fait. Donc elles sont bombées comme ça, mais en même temps, chaque écaille a son petit creux à l'intérieur, dans ce sens-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire remonter un petit peu les ombres. Et augmenter la réflexion sur le bord à l'avant là, qui va être un peu plus proéminent, surtout si ma lumière elle vient de devant. Ça va éviter d'avoir juste quelque chose de trop régulier sur chacune des écailles. On va essayer, on va voir ce que ça donne plus tard. Voilà. Maintenant, je vois que là au-dessus, je suis pas très cohérent encore là. Toute cette zone-là, elle est encore trop foncée par rapport à ce que j'ai fait autour. Hop.
Ouais, tout à fait. En fait, ça dépend d'où vient la peur. Effectivement, il y en a qui ont peur de y aller trop franchement au début à cause de l'épaisseur. Je pense que c'est quelque chose, une fois qu'on a peint quelques figurines, qu'on sait comment éviter les gros pâtés qui bougent tous les trous, ça c'est quelque chose qu'il faut, dont on peut facilement s'affranchir assez rapidement. Et après justement, on peut assez rapidement en fait, c'est plus simple de y aller assez franchement dès le début pour justement savoir où on va et savoir si parce qu'effectivement le NMM, il y a quand même besoin au bout d'un moment que les transitions soient bien faites. Il y a des transitions qui sont logiques, il faut qu'elles soient très brusques, mais d'autres qui, quand les courbes sont assez douces, effectivement la transition, on doit quand même bien la finir. Donc plutôt que de perdre son temps à le faire alors que rien n'est bien placé dès le début, il vaut mieux y aller franchement. Et après c'est une question, à force d'avoir fait plusieurs fois le process, je sais, là par exemple, si derrière, en raffinant, je vais arriver à quelque chose qui paraît cohérent et qui me plaît. C'est sûr que les premières fois, quand on fait ça, là par exemple, en bas, on peut se dire ça va pas faire un NMM derrière, quoi. Mais il faut oser, une fois qu'on a décidé de là où seront nos réflexions, de comment on a commencé à poser le truc, oser une fois finir le processus jusqu'au bout pour se convaincre qu'effectivement depuis ce stade-là, on va réussir à avoir quelque chose derrière. Et pas du tout éviter de vouloir que la figurine en fait soit belle à tous les niveaux, parce que c'est possible de le faire comme ça, mais il y a des risques de se rendre compte une fois qu'on a fait tout le travail que finalement il y a des points de lumière ou des réflexions qui ne sont pas forcément cohérentes. Et donc potentiellement, malgré le fait qu'on y ait passé beaucoup de temps, d'avoir un effet pas forcément à la hauteur de ce qu'on espérait. Est-ce que ça t'arrive de t'aider d'un travail de photo d'abord, sur les contrastes à mort, sur les figurines, un peu sur l'éclairage, et puis en regardant un petit peu après si c'est cohérent, t'aidant de ce modèle-là? Comment ça, du coup, tu veux dire de prendre ma figurine en photo et d'essayer de pousser l'éclairage dessus, imprimer ça, regarder et puis te servir de ça comme modèle? Alors, comme ça, non. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé de faire, par exemple, c'est de totalement mouiller la figurine. De vraiment, faut éviter d'avoir des gouttes qui apparaissent dans les creux, mais d'essayer d'avoir un film d'eau assez uniforme. Et si on la met sous une lumière assez directe comme ça, en fait, là on va plus avoir l'effet que va donner finalement une surface assez réfléchissante à ce niveau-là. En plus, le fait d'avoir la figurine qui est mouillée, enfin le fait que ce soit de l'eau, ça va justement nous donner aussi quelques déformations si jamais on va avoir des idées de comment faire des choses qui sont des réflexions qui ne sont pas tout à fait parfaites. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est plus difficile. C'est assez difficile à exécuter, à prendre en photo, parce que en fait il faut réussir à avoir du coup notre point de réflexion. Hop, oh, hop, là c'est bon. Il faut réussir à avoir du coup notre source de lumière ici qui va nous donner les réflexions d'un côté et prendre en fait la photo du point de vue du spectateur, de là où on voudrait qu'elle soit vue. Et quand même, faut quand même qu'il y ait un petit peu de lumière qui arrive là pour que ce soit. Théoriquement, du coup, il faudra le faire sur tous les angles où on veut avoir une vue correcte. Alors, je vais peut-être en parler maintenant, du coup, maintenant qu'on est sur le sujet. Effectivement, le NMM, on est obligé de choisir des sources de lumière et un point de vue pour la figurine. Alors, le point de vue frontal, en général, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai placé la figurine comme ça sur mon socle. Donc, moi, je sais je veux qu'on la regarde comme ça. Parce que ma base elle est carrée et que du coup naturellement l'avant il va être ici. Donc ça va me donner un point de vue naturel qui est celui l'avant. Mais on a toujours le problème c'est une figurine 3D et il faut qu'elle soit quand même peinte de tous les côtés, quoi. Et pour ce qui est le plus simple à faire pour du NMM, c'est de choisir en fait
3 ou 4 points de vue qu'on estime être beaux de la figurine et qui nous permettent de nous détacher des réflexions qu'on a mis d'un côté par exemple. Donc là j'ai mon point de vue frontal et du coup je vais vouloir par exemple que un autre point de vue joli d'où j'aimerais qu'on regarde ma figurine ce soit celui-là. Et là je vais avoir uniquement les réflexions du ciel, que des teintes bleues. Ici on va avoir un petit peu les réflexions qui viennent du sol. Mais en fait, si je me focus sur cette vue-là, j'ai pas du tout le problème que j'aurais par exemple ici, de me dire qu'en fait on voit une partie de ce que j'ai fait pour cette zone-là. Et potentiellement ça va pas être cohérent, on verrait pas, on les verrait plus comme ça en fait, la lumière n'arriverait pas dans notre œil comme ça si on voyait la figurine de ce côté-là. Donc une simple manière de le faire finalement, c'est de trouver des points de vue différents où à chaque fois on efface totalement, on n'a plus dans le champ de vision les réflexions qu'on a peintes qui viennent d'une autre source lumineuse. Mais ça reste une des contraintes du NMM effectivement, mais je pense que c'est une contrainte un petit peu surfaite par rapport, en général on dit au trou métallique métal parce que effectivement en trou métallique, si on tourne la pièce, les réflexions nous suivent, etc. Mais ce sera que vrai pour les parties qu'on a fait en trou métallique. Le visage, j'ai décidé dès le début que la lumière elle allait arriver là. Le point de réflexion il va pas me suivre quand je vais tourner la figurine. Donc finalement c'est quelque chose d'assez cohérent avec tout ce qu'on peint en non métallique de toute façon, que ce soit la peau, les habits, les cheveux. Dans tous les cas la réflexion ne va pas nous suivre, donc pour moi c'est assez cohérent qu'on fasse la même chose avec le NMM, mais c'est sûr qu'il faut trouver des angles de vue sous lesquels on arrive à voir la figurine et ça paraît cohérent quoi. Du coup je vais continuer un petit peu à fondre avec mon ton de base un peu bleu foncé pour que ma réflexion un peu plus chaude là, elle choque pas trop. Hop. Je vais éviter d'avoir du vrai noir par contre sur cette vue là, parce que c'est quand même un côté qui est très très exposé à la lumière, on veut que ce soit le côté le plus lumineux, donc juste mettre plutôt que partout on est vraiment que dans les bords et les arêtes les plus profondes du noir, sinon il n'y a pas forcément de raison qu'on soit au noir sur ces zones là. Hop, maintenant qu'on est là, on va continuer à monter notre réflexion. Donc là, je vais prendre un ton un petit peu jaune là, que je vais mélanger avec mon blanc pour commencer à avoir vraiment la teinte maximale de mes réflexions et intégrer du coup ce côté un peu jaune et chaud qu'on veut du soleil. Et c'est en général à cette étape qu'on peut commencer à avoir vraiment une impression de réflexion. En général, tant qu'on est en phase de préparation sur juste les zones assez larges où on va avoir les couleurs qui s'appliquent, c'est rarement très convaincant. Et finalement, l'œil est beaucoup plus, d'un coup, est beaucoup plus d'accord avec ce qu'on a fait jusque-là quand on arrive vraiment à des teintes très très claires, parce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un matériau très réfléchissant, d'avoir ces presque blancs qui nous arrivent dans les yeux et qui brouillent d'ailleurs aussi un peu la manière dont on va lire la pièce, parce que ça forcément on peut pas c'est pas facile de le simuler avec de la peinture, mais un métal qui réfléchit beaucoup et qui nous réfléchit dans les yeux, ça va même nous éblouir. Et c'est quand on arrive à des teintes très très claires comme ça et des valeurs très très hautes
on va retrouver finalement ce à quoi on s'attend dans la réalité. Et du coup, c'est en général vers ce moment-là, on voit toujours bien, que j'arrive à me dire si je suis plutôt content de comment j'ai commencé à placer mes réflexions ou pas. Là, du coup, t'as ajouté un petit peu de jaune pour simuler la reflet du soleil. Ouais, c'est ça, j'ai pris cette teinte un petit peu jaune très pâle, j'ai rajouté un petit peu de blanc pour quand même faire quelque chose d'assez haut en valeur tout de suite. Sachant qu'après on va vouloir aller jusqu'au blanc quand même, donc finalement ce jaune on va le perdre un peu quand on va passer par-dessus avec du blanc. Pour l'instant ça fait peut-être potentiellement très très jaune, mais ça va se calmer par la suite quoi. Pardon ? C'est une erreur de monter au blanc directement tout de suite, ou de travailler en intermédiaire, en beige, comme ça. Pas forcément, je pense que c'est... Là pour le coup, je pense que ça dépend des goûts. En fait... Quelqu'un qui maîtrise pas trop le NMM, qui va prendre le mieux partir sur du beige et monter à la fin. En général, c'est vrai que ce que disait Brahim tout à l'heure, c'est que le blanc, ça a souvent tendance à être crayeux. Et du coup, monter au blanc tout de suite, c'est possible, mais si on passe un peu trop de temps à chercher, à effacer, à remettre ailleurs, naturellement, j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de chances finalement qu'on ait quand même ce problème de texture derrière. Et il y a aussi le risque, en montant au blanc tout de suite, d'avoir quelque chose qui est assez terne. On fait juste du noir et blanc. Et finalement, c'est jamais ça qu'on voit dans la réalité. On a toujours l'influence des couleurs de ce qu'il y a autour de nous, dans l'environnement. Et en général, moi, je sais que les figurines que j'ai fait en commençant en noir et blanc, même si j'essaye par la suite de rajouter par exemple des couleurs, le NMM sera jamais autant coloré que quand je commence directement en fait avec des teintes.